9 longs métrages, quelques courts, et pourtant, Jean-Paul Siverac, malgré votre œuvre exigeante, sensible, romantique, qui parle de l'amour à tous les âges, eh bien, vous n'êtes pas connu du grand public. Je pense que cela va arriver avec la sortie de votre nouveau film intitulé Mes Provinciales, la semaine prochaine. Mais avant tout ça, et pour rebondir sur la belle chanson de Claude Nougaro que nous venons d'entendre, petit, vos parents vous emmenaient-ils au cinéma? Oui, ils m'ont emmené au cinéma. Ils m'ont emmené très tôt au cinéma. Et j'ai demandé très tôt à y aller. Et j'apprenais mes tables de multiplication pour aller voir James Bond. Ah bon, c'était la raison. Oui, j'ai fait ça comme ça. Bah, voyez, et donc James Bond mène à tout. Absolument. Et ma mère aimait beaucoup le cinéma, donc c'était du cinéma populaire, du cinéma, appelons-le comme on veut, ou commercial, ou ce qu'on veut, mais en tout cas, j'y suis beaucoup allé. Et je me souviens aussi de la première fois où je suis allé voir un film tout seul. Je devais avoir 13 ans, ou quelque chose comme ça, 14 ans. On m'avait laissé aller voir le film, et c'était très fort. C'était très fort. C'était quel film? C'était Borsalino et compagnie. C'était la suite de Borsalino. Je crois que c'était toujours de Jacques Deray, me semble-t-il. Et à quel moment... Ce qui était fort, c'est d'être seul dans la salle, comme ça, tout à coup, comme le spectateur qui n'est pas accompagné par ses parents, et qui vit... Voilà. Et d'avoir peur et de vibrer à chaque instant. Oui. Mais je me souviens même, des émotions aussi d'être dans la salle, seul. Voilà. C'est sans les parents. Et à quel moment vous avez eu la possibilité de croire en vous? C'est-à-dire que vous, qui alliez voir des films, qu'un jour peut-être vous alliez pouvoir construire une image? Ah, là, c'est une question plus difficile. Disons que l'idée de faire du cinéma est venue assez tôt, mais je me suis senti autorisé à le faire seulement après les études de philo, puisque j'avais déjà 22 ans quand j'ai passé le concours de la FEMIS. Ça a été disons, j'ai eu le sentiment de me préparer pendant des années. Notamment d'ailleurs en fac de philo où j'ai fait un mémoire de maîtrise sur le cinéma alors que j'étais en philo, parce qu'avant je me sentais pas du tout autorisé à le faire, et puis ensuite à la FEMIS même c'était difficile, ça a été un combat, parce que là je me suis senti autorisé à faire du cinéma véritablement, c'est avec mon film de fin d'études, c'est-à-dire en 91 je crois, où là j'ai eu beaucoup d'encouragement, disons. Voilà. Et pourquoi vous vous sentiez illégitime sur le plan social, culturel? Vous veniez pas d'un milieu qui vous autorisait à croire en vous très vite? Alors ça, c'était surtout au début, effectivement, venant d'une famille qui n'était pas une famille dans le cinéma, où il n'y avait pas beaucoup de livres chez moi, dans ma famille, mais on aimait le cinéma populaire, donc le cinéma était quand même aimé. C'était difficile d'imaginer qu'un jour je pourrais moi-même en faire. Ça, c'était au début. Mais après, s'autoriser à faire du cinéma, c'est aussi croire en soi-même et à ce qu'on peut vouloir faire. Et quand on arrive à la FEMIS, ce qui se passe, pour pas mal de gens, en fait, qui commencent à faire des films, c'est qu'on passe du rêve à la réalité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a entendu dans la chanson. C'est-à-dire que tout à coup, on est face à ce qu'on fait. Et là, ça devient très douloureux parce qu'on ne fait, je dirais, entre guillemets, que ça, que ça, alors qu'on rêvait beaucoup plus. Et il y a un moment donné, ça peut devenir je crois que le film aussi, Mes Provinciales montre aussi ça, cette difficulté-là. Et je l'aperçois aussi chez les étudiants que je vois un peu, que je vois chaque semaine à Paris 8. Alors vous avez franchi l'autre côté du miroir, puisque dans ce film qui va sortir la semaine prochaine, eh bien vous décrivez l'itinéraire d'un jeune homme de province qui monte, entre guillemets, à Paris et qui veut faire du cinéma et qui va essayer de faire du cinéma. Et vous avez réussi le concours de la FEMIS en tant que provincial et vous en êtes même devenu un enseignant. Donc vous avez connu les deux côtés du miroir. Oui, c'est ça. En fait, je connais bien les étudiants pour l'avoir été moi-même et avoir vu mes camarades avec moi. Puis j'ai eu quelques années, disons, où je n'ai pas travaillé du tout comme enseignant. Et quand j'ai commencé à travailler comme enseignant, à partir, disons, de mon premier long métrage, un peu après, ça n'a pas cessé. Voilà. Donc les étudiants, j'ai été au contact en cinéma, j'étais au contact, en leur contact depuis 97. Voilà. Ça s'apprend le cinéma?
Ça s'apprend, ça s'apprend pas. Disons que bon, sur l'aspect technique, c'est une chose qui va assez vite en fait. Après, ce qui s'apprend pas, c'est par exemple avoir le sens du rythme. Comment voulez-vous apprendre ça à quelqu'un? Alors, ce qu'on peut enseigner, c'est, je pense, une forme d'exigence, disons, par rapport à ce que les étudiants veulent faire, de leur donner, de leur dire que si tu veux faire ça, tu peux peut-être essayer de le faire comme ça, voilà. Mais après, chacun le fait, chacun le fait à sa manière. On peut pas enseigner. Bon, évidemment, si on pouvait l'enseigner et qu'il y ait des recettes miracles, ça se saurait et les écoles de cinéma seraient semblables les unes aux autres. Or, on essaie sans arrêt des nouvelles formules, tout simplement parce il s'agit simplement d'encadrer un désir pendant plusieurs années, de manière à ce qu'il puisse se développer et croître et arriver à quelque chose peut-être à la fin. Nous allons écouter la voix de Jean Renoir. Je sais que c'est un cinéaste très important pour vous. Il va parler de sa vocation de cinéaste. Archives France 3, 1958. Le cinéma me semblait un métier plus artisanal et me semblait, en tout cas en ce qui concerne le metteur en scène, plus anonyme. J'étais même convaincu que le cinéma serait pour moi une façon de travailler qui me permettra de garder un anonymat complet, d'être simplement une sorte d'artisan derrière la caméra et de ne jamais me trouver en face des problèmes redoutables de la réalisation et de l'expression personnelle. Voilà pourquoi j'ai fait du cinéma. Le cinéma nous était familier dans cette maison pour la raison suivante. Lorsque mon père, avant sa mort, se trouvait confiné par son état de santé dans la maison des Colettes, pour le distraire, mon frère Claude avait décidé de lui faire des projections. Nous avions acheté une machine de projection et nous empruntions des films au cinématographe du pays et nous les lui projetons. C'est ainsi d'ailleurs que mon père a pu voir quelques-uns des premiers de Chaplin qu'il a beaucoup aimés. Et ça nous avait rendu familiers avec la pellicule. Et il me semblait qu'en rentrant dans le cinéma, je n'entrais pas dans un domaine absolument étranger. J'ajoute qu'il me semblait que ça avait quelques rapports avec la céramique. La céramique, ça se passe de la façon suivante. On fait un vase, on lui donne une certaine forme. Bon, la forme, on en est à peu près sûr, et encore. Puis ensuite, on met de l'émail dessus et on peint. Et on peint avec des oxydes. Surtout que j'avais la manie des oxydes naturels et que j'évitais les couleurs perfectionnées et que je ne peignais qu'avec des cobalt purs, des cuivres purs, etc. Alors, tous ces oxydes sont noirs. Alors, on a un motif, n'est-ce pas, qui est représenté sur un vase que l'on a peint, on le met au four et il en sort tout à fait autre chose. Ce qui en sort d'ailleurs est souvent beaucoup mieux. Il me semblait que le cinéma c'était comme ça. Il me semblait qu'on avait une scène devant une caméra, qu'on la mettait en scène, qu'on la photographiait, qu'on l'envoyait au laboratoire et que ce qui en revenait était quelque chose d'absolument inattendu. Alors cette ressemblance me passionnait parce que je crois énormément au hasard. Je crois qu'à partir du moment où dans un métier on est sûr de ce qu'on fait, on est perdu. Souscrivez-vous aux propos de Jean Renoir sur le cinéma, Jean-Paul Siverac ? Oui, il y a quelque chose là-dedans qui fait écho à ce que disait Roberto Rossellini. C'est-à-dire, il disait les séances où on voit les rushs, ce qu'on a tourné dans la journée, et quand on sort de la salle et qu'on dit « Ah, quel beau rush », en général, c'est catastrophique après. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisme vivant qui est un film n'est jamais décidé et à l'avance de façon précise. C'est ce qu'il raconte avec la céramique. C'est-à-dire que ce qui finalement se fait au montage est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir au début. Donc là, ça, je suis absolument d'accord avec ça. Oui. Et le côté artisanal ? Je pense que le cinéma a un côté effectivement artisanal, mais il n'est pas qu'artisanal. C'est ce qu'il appelle aussi l'expression personnelle, parce que il exagère un peu. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est largement exprimé personnellement dans ses films. Et je crois que le cinéma français, par ailleurs, a toujours été artisanal et artistique en même temps. Et quand il a voulu être industriel, c'est là où il a été le pire, en fait. Enfin, qu'il n'a pas été le moins intéressant. Alors que, par exemple, une cinématographie comme les États-Unis, le cinéma industriel a été un grand cinéma. Mais pas en France.
Quand Jean Renoir parle de cette céramique avec de l'émail, les couleurs, etc., je pensais à votre propre cinématographie. Je rappelle d'ailleurs qu'une rétrospective à la Cinémathèque française de vos longs métrages vient de s'achever aujourd'hui même. Et je me disais que finalement, dans votre matière, votre manière de faire du cinéma, Jean-Paul Siverac, eh bien, c'est peut-être pas de la céramique, mais en tout cas, c'est de la matière avec la beauté des visages, avec la direction d'acteurs, avec l'écriture scénaristique, la lenteur de la possibilité avec laquelle nous, spectateurs, nous allons pouvoir comprendre les enjeux sentimentaux et amoureux des situations. Et je me demandais si, dans ce cinéma de l'exacerbation de nos sensibilités contemporaines, eh bien, tout était écrit par avance, ou si vous laissiez une place au hasard du filmage. Oui, bien sûr. Bon, il y a un scénario. Ensuite, ce scénario, il est retravaillé avec les acteurs. Et donc, le scénario est modifié, mais pas seulement les dialogues. Les dialogues, bien sûr, mais pas seulement. Parfois même les scènes elles-mêmes, enfin le déroulement des scènes. Voilà. Donc, les choses se font petit à petit. C'est une chose peu à peu, quoi. C'est pas du tout précis. Et ensuite, au tournage même, le découpage de la façon la façon de tourner la scène est lui-même. Enfin, ça affolait d'ailleurs un peu mes assistants. C'est-à-dire qu'ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Et je leur disais, on verra, quoi. Et c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait les acteurs, qu'il y ait le décor, et à partir de là, bon, on voit un peu comment on peut filmer une scène. Donc les choses sont pas du tout planifiées et prévues. Et je pense que c'est quand même la garantie, ça, que ça reste vivant. Nous allons écouter une autre figure tutélaire qui, je crois, vous a beaucoup influencé. Il s'agit de Pier Paolo Pasolini, qui va évoquer son film qui a tellement fait scandale à l'époque, Porcherie, archive INA du 24 décembre 1969 au micro de Roger Régent. Je représente dans mon film des personnages qui sont anormaux, c'est-à-dire scandaleux. Mais je représente aussi les personnages normaux. Dans Porcherie, les personnages anormaux sont des jeunes hommes. Le premier, Pierre Clementi, qui mange de la chair humaine, et les autres, Jean-Pierre Léaud, qui aiment les porcs. Mais il y a aussi les autorités, les hommes de pouvoir, les pères, la mère, etc., qui sont tous des gens normaux. Et alors? Oui, mais justement, vos personnages clés sont très exceptionnels. Et c'est ce côté exceptionnel et presque systématique qui fait dire que peut-être tout cela n'est pas tellement sincère et que vous cherchez volontairement l'exceptionnel et particulièrement dans ce qu'il a de sordide. Je cherche toujours des cas limites. Parce que ma psychologie, c'est une psychologie dramatique. Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Et alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes. Mais toujours, il y a des cas limites qui sont les cas plus tragiques, comme de toute façon dans les tragédies grecques. D'ailleurs, vous avez fait un Édipe roi et vous venez de faire une Médée, qui sont aussi des cas d'exception. Oui, mais tous les personnages des tragédies sont des cas d'exception. Comment le cinéma et peut-être la poésie, parce que vous êtes aussi écrivain, Jean-Paul Siverac, et vous êtes aussi un cinéaste poète. Comment comme Pasolini, comment Pier Paolo Pasolini vous a-t-il influencé? Disons que quand j'ai découvert ces films, ce qui m'a beaucoup frappé, mais je pense que ça a frappé en général les spectateurs, c'est-à-dire c'est ce qu'il appelait lui-même cet amour de la réalité, c'est-à-dire cette façon de filmer les personnes, les visages, de les filmer souvent comme des figures sur des fonds, de découper en quelque sorte leur visage pour qu'ils soient en pleine présence à l'écran. Et si on regarde par exemple le début de l'Évangile selon saint Matthieu, par exemple, où donc la Vierge Marie est enceinte sous le regard de son mari, qui la soupçonne. Les visages, par exemple, ici, sont incroyables de beauté, ils nous saisissent tout de suite. Donc ça, par exemple, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup frappé, m'a aussi beaucoup frappé les choix musicaux de Pasolini, comme des collages qui un peu
étrange, quoi. La passion, enfin du Bach sur dans des bidonvilles dans Hackathon, par exemple. Et puis j'ai beaucoup appris à aimer les derniers films, et notamment Les Mille et une nuits, qui pour moi est un film de chevet. C'est-à-dire que là, on a une sorte d'incarnation de l'amour, de la sexualité, comme presque avant le péché, c'est-à-dire dans une forme d'innocence qui est inouïe, qui le reste encore aujourd'hui, et qui fait d'ailleurs de ce film un cas unique, je crois, dans l'histoire du cinéma. Alors, votre univers, Jean-Paul Siverac, n'est pas du tout proche, en tout cas formellement et esthétiquement, de celui de Pier Paolo Pasolini, et pourtant, l'attention au visage, l'attention aux paroles, la forte philosophie qui se dégage de vos dialogues, et ce depuis le premier long métrage qui s'intitulait Ni d'Ève ni d'Adam, en passant par Les Solitaires, toutes ces belles promesses, Des filles en noir, Mon amie Victoria et quelques autres. Il y a toujours une espèce de tension philosophique à l'intérieur de vos films. Et puis, il y a aussi une sorte de brouillard de la réalité. C'est-à-dire que nous, spectateurs, quand on est en face d'un de vos films, et plus particulièrement le dernier dont on parlera tout à l'heure, mais les autres aussi, certains précédents, on ne sait pas si on est véritablement dans la réalité ou si on est dans un monde onirique. Comme si le rêve et la réalité cohabitaient dans un même univers sensible. Pourquoi ? Parce qu'ils cohabitent dans le même univers sensible. Parce que c'est comme ça parce pour que vous. C'est comme ça. Non, c'est pas du tout un calcul. Disons qu'il y a des films qui sont plus réalistes, plus entre guillemets, c'est-à-dire plus ancrés, disons, dans le monde que nous connaissons, voilà, et d'autres qui sont où j'ai eu des poussées de fièvre antinaturalistes, et donc où les choses sont plus fantastiques, plus romantiques. Et romantiques. Poussée de fièvre romantique, on peut le dire. Vous êtes un cinéaste romantique, Jean-Paul Siverac. Oui, enfin, bon, alors je sais pas exactement. Oui, disons. J'accepte le mot, parce que pour moi, le romantisme est une façon d'exalter des choses, de voir de l'infini dans le fini, en quelque sorte, hein, d'exalter le monde réel, au fond. Voilà, et d'exalter les sentiments aussi. Et d'exalter aussi, oui, bien sûr, et d'exalter, bien sûr, aussi les sentiments. Et de recherche de l'absolu. Oui. Tous vos personnages sont en quête d'un absolu. Oui, en fait, je pense que ça vient. C'est vrai, parce que je crois qu'il y a quelque chose en nous, enfin en tout cas en moi, et il me semble qu'on peut dire en nous, qui repose sur sur un manque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous où le manque est permanent, et donc c'est une façon de combler le manque, de chercher toujours quelque chose qui nous tire vers plus grand que nous, en quelque sorte, quoi. Et donc, il y a une recherche d'absolu en ce sens-là. C'est du désir sans fin qui doit justement arriver à trouver un peu de plénitude dans la recherche même de sa résolution, qui ne se résout jamais. Et il y a là une tension, en quelque sorte, qui est en nous, qui je crois, plus ou moins dans les films, et de façon différente selon les films, et voilà, que j'ai essayé de représenter, en quelque sorte, quoi. Et puis, vous avez une marque de fabrique, Jean-Paul Siverac, et ce, depuis les premiers longs métrages jusqu'à aujourd'hui, et la sortie la semaine prochaine de Mes Provinciales, c'est que vous arrivez à nous faire croire que les morts vivent avec les vivants, et que les vivants cohabitent avec les morts, et que les fantômes existent vraiment. Oui, c'est parce que bien sûr qu'ils existent, puisque non, mais ils n'existent pas d'un point de vue. Moi, je suis pas du tout dans les trucs ésotériques ou spiritualistes ou tout ça. Mais c'est juste que je pense que le passé ne passe pas, que nous contenons en nous-mêmes présent et passé intégralement. Donc, j'ai parfois essayé de le représenter de manière justement, une manière fantastique avec des fantômes, hein, que les choses soient co-présentes en même temps dans une même image, celui qui est mort et celui qui est vivant. Mais dans le dernier, il n'y a pas de fantôme, mais parce que le film est beaucoup plus réaliste. Mais je crois qu'il y a une présence forte, justement, des temps, d'une temporalité qui inclut le passé, parce que le passé ne passe pas, en fait. Parce que le passé est inclus dans le présent tout le temps. Donc
voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est là, qui fait notre existence, tout simplement, quoi. C'est moi. Brice, je suis contente. Excuse pour tout à l'heure. J'étais dégoûtée. C'est l'autre con. Je l'aurais tué. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je veux pas en parler. Et toi, ça va? Ça va. Ma mère m'a pas lâchée, mais là, elle s'est écroulée. C'est bon, je suis tranquille. Faut que tu m'aides, là. Je suis mal ici. Ça pue le vieux. J'ai envie de vomir. Je voudrais être avec toi, Brice. Moi aussi, je me sens pas bien. T'es trop loin de moi. On va faire quoi alors? Se parler. On va rester ensemble toute la nuit. D'accord? D'accord. On boit un truc. Ça nous fera du bien, non? Tu crois pas? Alors, c'est bon, fausse alerte, elle pionce. J'ai fini une bouteille. Moi aussi. Dire c'était pas bon. Rémi, j'ai trouvé du pastis. Nous venons d'entendre un court extrait d'un de vos films, Jean-Paul Siverac, intitulé Des filles en noir, qui est sorti en 2010 et qui vient d'être donné lors de votre rétrospective à la Cinémathèque française. Nous parlions de ce monde poreux entre les vivants et les morts, nous parlions de l'attraction de la mort, qui est un des thèmes récurrents à l'intérieur de votre œuvre cinématographique, notamment dans ce film. Les filles en noir, elles sont vraiment habillées complètement en noir et tout le temps en noir. Ce sont de jeunes adolescentes qui vont au lycée et qui sont très unies par une amitié très forte. Et cette amitié va se souder par cet attrait de la mort, comme si la mort c'était beaucoup mieux que la vie. C'est ce qu'elle pense à un moment du film, oui, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de se suicider ensemble dans le film. Voilà, c'est le projet qu'elle forme dès les premières minutes du film. J'avais été très frappé par des suicides adolescents, et notamment de doubles suicides d'adolescentes. D'ailleurs, les adolescents, les garçons se suicident seuls, et les filles se sont suicidées à deux. Ça m'avait beaucoup frappé. J'avais imaginé à partir de là cette histoire. Alors le film, il est traversé par ça, mais il est traversé par quelque chose peut-être qu'ils ont en même temps qu'elles sont attirées par la mort. On sent, je crois, qu'il y a quelque chose d'une grande intensité par rapport à la vie. C'est-à-dire qu'au fond, la mort qu'elles réclament est une vie plus grande, plus intense, au fond. Le monde ordinaire, la vie ordinaire ne suffit plus. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, voilà, essayer de le représenter un peu, quoi. Et les deux actrices qui le font, je crois, avec une profondeur qui fait que le film est arrivé un peu, je crois, à faire percevoir ce que je viens d'expliquer là, quoi. Alors vous avez la grâce de trouver de jeunes actrices et de jeunes acteurs qui font leur premier pas devant votre caméra. Vous avez le talent aussi de pouvoir décrire les émois des très jeunes gens. On pense, pas seulement à cause de ces thématiques, mais aussi à cause de votre rythmique d'écriture. On pense évidemment à François Truffaut, mais on pense aussi beaucoup à Jean Eustache. Est-ce que vous vous considérez dans cette lignée de cinéma français, Jean-Paul Siverac ? Oui, je crois. De toute façon, moi, je suis venu au cinéma américain très tard. Enfin, le cinéma, disons, commercial américain, j'en ai vu beaucoup. D'ailleurs, j'en vois toujours. Mais le cinéma, disons, plus artistique américain, j'ai mis beaucoup de temps à y venir. Et mon éducation cinématographique s'est plutôt fait autour du cinéma européen, russe, japonais, mais pas tellement américain, et bon, évidemment spécialement français, c'est-à-dire que je crois connaître relativement bien l'histoire du cinéma français, parce que je l'aime tout simplement, voilà, et depuis le début. Donc Eustache, oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Nous avons demandé à un écrivain qui est très féru de cinéma et qui connaît bien votre œuvre cinématographique de nous dire ce qu'il pensait de vous. Je veux parler de Yannick Enel, qui dans son dernier livre parle beaucoup de cinéma et notamment du cinéma d'auteur. Écoutez ce qu'il dit de vous. Ce que j'apprécie chez Jean-Paul Siverac, c'est avant tout sa solitude. C'est une solitude pour moi qui s'accorde à l'art. C'est une solitude qui est celle du musicien. Jean-Paul est quelqu'un qu'on pourrait nommer un mélomane. Enfin, c'est quelqu'un qui connaît bien la musique. Et cette solitude du musicien me fait penser au soliste. Voilà, c'est un cinéaste soliste. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que la solitude parce que, en l'occurrence, la sienne, celle de son art, est liée à la fois à une forme de délicatesse et aussi à une violence très douce, enfin, à un feu. Et ces deux choses, ces deux polarités, si je puis dire, de sa solitude, sont au service d'une recherche qui est celle de la présence. Dans les films de Jean-Paul Siverac, la présence ne relève pas du tout d'une évidence, au fond, encore moins de cette bouffée de réel peut-être spontanée qu'il y a dans un certain cinéma naturaliste. Chez Jean-Paul Siverac, c'est tout le contraire, on cherche. Et l'absolu qui traverse ces films, comme la rêverie ultime, l'absolu, au fond, n'appartient pas du tout aux grandes gueules, aux personnalités fortes, à la vulgarité du génie, mais à des solitudes, là encore, plus hésitantes, au doute, à ce qu'on appelle, lui et moi, je crois qu'on avait trouvé ça dans une conversation amicale, la beauté des incertains. Voilà, la beauté des incertains, c'est la beauté des lisières aussi. Dans Mes Provinciales, il y a quelque chose qui est une réflexion, une méditation même sur la dignité. Une vie digne passe par le sensible, dit l'un des personnages. Je pense que le cinéma de Jean-Paul Siverac s'oppose à une vulgarité spontanée, à la surexposition au fond, à la surexposition informative du monde. Dans son cinéma, on est dans la nuance permanente. On est seul face à la nuque d'une femme, face à des grains de beauté. Il y a une qualité nocturne aussi, très érogène, érotique. Et je pense aussi à un film plus ancien de lui qui s'appelle Fantôme, qu'il a réalisé en 2001, qui est pour moi carrément un coup de génie, où des gens disparaissent, ils se volatilisent. Et la seule solution à ce monde voué à la disparition de l'incarnation, qui est évidemment notre monde, c'est de trouver une présence quelque part dans la ville, c'est une femme, qui empêche les gens de disparaître. Il suffit de faire l'amour avec elle, et du coup on ne disparaît plus. Voilà, à travers cette parabole, je crois qu'il y a quelque chose de doucement politique et de violemment poétique qui, pour moi, caractérise vraiment la personne de Jean-Paul Siverac, dont je suis heureux d'être un interlocuteur et j'espère un ami, et son cinéma. Voilà, un cinéma très sensible, comme une plaque photographique. Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance. Je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non? Et vous faites quoi pour ça? Des films? Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Action! Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, que le monde est là, pour nous. C'est les moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non? C'est dur loin de toi, je me sens abandonnée. Tu rigoles, moi aussi je me sens seul ici. Bah oui, mais toi c'est ce que tu veux, là, être ici, loin de moi. Étienne Tinan ne se soucie que de son nombril. Ça veut dire quoi, tromper? Si l'autre est pas au courant, par exemple. Est-ce que c'est encore tromper? Tu m'as plus toute fine, tu sais. Je t'attache pas. Enfin, il en est pas question. Pourquoi c'est toujours n'importe quoi? Y a personne qui sait être avec quelqu'un? Toi, tu veux quoi? Allez, réponds sincèrement pour une fois. Chaque jour je vis de foi, de courage, et meurs chaque nuit au feu de l'extase. Nous venons d'entendre Yannick Enel, puis un court extrait de votre nouveau film qui sortira la semaine prochaine, intitulé Mes Provinciales, Jean-Paul Siverac.
Mais Provincial, c'est une allusion, double allusion, à votre personnage principal qui s'appelle Étienne, qui vit en province, qui va monter à Paris parce que justement il veut faire du cinéma. Et il va se déplacer et être déplacé, pas seulement géographiquement mais sentimentalement, parce qu'il va perdre toutes ses habitudes, il va s'éloigner de son amoureuse qui vivait dans la même ville de province que lui, et tout d'un coup il va être pris par l'amour du cinéma, par l'amour tout court, mais d'abord par l'amour du cinéma. Ce film est un film qui est en noir et blanc, qui nous saisit à partir des premières minutes, parce que quelque chose se passe du côté des provinciales. Et ces provinciales-là, eh bien, c'est celle de Blaise Pascal. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Comment et pourquoi ce personnage va-t-il prendre tous les risques? Est-ce qu'il va réussir d'être à la hauteur de son idéal? Permettez-moi d'abord de dire que je voudrais d'abord remercier mon ami Yannick de dire des choses pareilles. J'espère qu'il a raison. Ça me touche infiniment. Je crois qu'un des sujets, oui, du film, c'est d'être à la hauteur disons, des idées qu'on peut avoir sur le monde, l'amour, le cinéma. Et le personnage est confronté avec ça tout le long du film. Il est contredit tout le long du film par ses amis, ses amours, voire, tous les gens qui l'entourent, et le film montre cette difficulté-là. Voilà, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon arrivée à la Fémis, c'est que il y a quelque chose, quand on veut faire du cinéma, le cinéma qu'ils veulent faire, en tout cas, dans le film, qui est extrêmement difficile, qui est essayer de transmettre, disons, une expérience de la vie. Voilà. C'est ce cinéma-là qui peut passer par toutes sortes d'histoires, et tout ça, n'a pas d'importance. Mais transmettre une expérience de la vie, ça veut dire je. Ça veut dire ça, et c'est ça qui est difficile, en fait, contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer souvent, où le jeu, disons, égotique serait un peu l'apanage du cinéma d'auteur, par exemple, choses comme ça. Bon, en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. C'est difficile parce qu'on est, comme le disait Yannick, et là je suis d'accord, on est seul, et c'est très fragile, c'est très instable. Voilà. Peut-être que si vous me permettez, je peux peut-être dire un mot aussi de ce qui m'émeut dans la musique qu'on a écoutée. C'est aussi cette fragilité-là, en fait. C'est-à-dire que c'est une femme qui chante qu'elle aide un petit oiseau à faire son nid. Bon, voilà. Et c'est une voix c'est une voix petite, c'est une voix avec une petite ritournelle. Et c'est fait à la maison aussi, hein. C'est-à-dire, Molly Drake a enregistré ça chez elle dans les années 50, tout ça. Et le miracle a lieu à la fin. Hein, l'oiseau va faire son nid. Voilà. Eh bien, c'est cette fragilité-là qui me touche particulièrement, et que je crois j'ai essayé qu'on la voie, qu'on la sente dans le film. Mais on peut dire que tout votre cinéma est un éloge de la fragilité. Vous parliez de cet oiseau, grâce à Molly Drake qu'on a entendu. Je crois que Étienne, justement, il va changer de nid. Et je ne sais pas si à la fin du film, il va trouver un nouveau nid. Parce que il va s'affronter à des visions du cinéma. Et ce film, évidemment, est un film sur l'amour du cinéma. Mais il n'est pas qu'un film sur l'amour du cinéma. Il est un film sur la vie tout court, sur la vie rêvée, sur la vie qu'on croit vouloir avoir et qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Et sur cette question qui peut-être vous a taraudé pendant longtemps, Jean-Paul Siverac, et que vous avez concrétisé avec ce très beau film, c'est est-ce que la vie, c'est moins bien que d'aller au cinéma? Est-ce que la vie qu'on nous montre au cinéma, c'est pas mieux que celle qu'on est obligé de vivre? Vous connaissez la phrase de Robert Filiou, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc on pourrait dire le cinéma, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que le cinéma. Non, je pense que le cinéma, en montrant, disons, la vie, ou en la faisant vibrer d'une certaine façon, nous réconcilie, nous permet à un moment donné peut-être de pacifier un peu notre rapport difficile à la vie. Voilà.
Je parle pas des histoires d'imaginaire ou de fantasmes ou de choses comme ça qu'on entend un peu dans dans la chanson de Claude Nougaro, qu'on a entendu au début, qui est effectivement une partie importante du cinéma, mais un peu plus encore, c'est-à-dire l'idée que le cinéma, à un moment donné, dans certaines séquences d'un film, nous fait toucher à quelque chose qui nous permet d'être un peu plus, même si on est solitaire, un peu plus avec les autres dans le monde. Voilà. Et ça, c'est une chose qui, moi, en tant que spectateur, me fait aimer le cinéma. Est-ce qu'on peut apprendre l'importance de l'amour en voyant des films d'amour? C'est aussi une des questions que pose votre cinéma. Je crois que, je sais pas, il me semble que quand les choses sont traitées avec suffisamment de nuances et de délicatesse, et on peut peut-être arriver à obtenir des renseignements sur l'amour dans un film. Oui, tout à fait. Mais c'est une question difficile. Il faudrait donner des exemples qui me viennent pas en tête là. En tout cas, votre personnage principal, Étienne, va apprendre le cinéma, il va être confronté dans l'université de cinéma qu'il suit à Paris, il va être confronté à deux visions de cinéma grâce à deux autres étudiants. L'un qui était pris d'absolu et qui pense que le cinéma c'est l'élévation spirituelle, c'est la transformation de la vision de l'existence, et un autre qui est plus prosaïque. Et finalement, il va être chahuté entre les deux. Mais pas très longtemps, parce que c'est un être épris d'idéal qui, dès qu'il arrive à Paris, va essayer d'être à la hauteur de cet idéal. Mais quand on veut essayer d'être à la hauteur de son propre idéal, on fracasse ses rêves. Et puis, quelquefois, ça peut mal se passer, parce que les petits arrangements avec la réalité, ils sont quelquefois d'une grande brutalité. Oui, c'est tout à fait ça. Alors bon, disons qu'il est fasciné par ce personnage qui est, disons, est plus grand que lui. Enfin, et puis à côté, il a un ami qui est plus proche humainement, je dirais, qui est plus terre à terre, on pourrait dire, plus fragile, mais aussi qui lui fait des déclarations d'amitié très fortes. Et à la fin, une partie. Ne racontez pas. Non, je vais pas raconter la fin, mais donc, en tout cas, ce personnage fera le choix de l'amitié plutôt que celui, disons, de l'idéal. Ce qui est tout à fait. Il n'est pas d'ailleurs condamné par le film. Tout ça est très humain et n'a pas de. Enfin, en tout cas, le film n'est pas un film moraliste là-dessus. Les personnages vivent de leur. J'ai essayé qu'ils aient tous. Disons, une consistance et des raisons de vivre tout à fait compréhensibles et qu'on peut aimer. C'est arrivé un soir, comme il y en a des milliers, un soir que la vie semble avoir déserté, nous abandonnant dans un monde neutre, muet, un soir de temps perdu, de sommeil refusé, d'attente vague sans objet réel, sinon celui de sentir poindre enfin une fraîcheur d'aube nouvelle. Un soir donc, parmi les plus longs et les plus lents que nous puissions connaître, et qui parfois s'emploie à ajouter au flottement d'une existence subie un peu de veulerie domestique, pianoté longuement sans dessin précis, sur des boutons de télécommande avec à l'autre bout de la chambre visée une télévision qui bourdonne et moutonne. N'est-ce pas en effet une action dont nous savons avec assurance et depuis toujours qu'il n'y a rien à espérer? Ça, c'est le début d'un texte, Jean-Paul Siverac, que vous avez publié sous le titre Rose pourquoi, et qui raconte comment, et je pense que ça vous est arrivé personnellement, comment par un soir d'abattement, de fatigue, de lassitude, de petites mini-dépressions sentimentales, eh bien tout d'un coup à la télévision, vous avez vu par hasard un film des années 30 et que tout d'un coup, le goût de la vie, la fraîcheur de la vie, la vitalité, l'énergie que peut donner tout d'un coup l'attrait de la beauté vous est revenu à l'intérieur de vos veines. Oui, ça m'est absolument arrivé. Tout ça est tout à fait authentique. En plus, le film, je ne savais pas ce que c'était, donc je suis tombé dans la télévision. Le film était en cours, donc j'étais pas préparé en quelque sorte à voir quelque chose de la sorte. Et effectivement, une séquence du film très ordinaire d'ailleurs, un homme, une femme qui se parlent à une terrasse d'une buvette de fête foraine. Et tout à coup, j'ai senti quelque chose, une émotion très forte. Et j'ai voulu, dans ce livre, essayer de comprendre ce qui m'avait
longtemps ému et qui effectivement tout à coup me mettait me faisait faire l'expérience presque d'un sentiment d'origine ou de quelque chose de très particulier et qui était très 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 exaltant, extatique même en fait. Voilà. Mais des moments comme ça dans l'histoire du cinéma, en tant que spectateur, j'en ai vécu beaucoup. J'en fais une petite liste à un moment du livre. J'aurais pu en faire un livre entier. C'est-à-dire que c'est ce qui me fait aimer le cinéma, c'est pas précisément ces moments-là où tout à coup, j'ai l'impression que seul le cinéma peut faire des choses comme ça. J'aime la musique, j'aime la poésie, mais en tout cas... Et la philosophie. Oui, mais de cette façon-là, ça rend le cinéma pour moi, l'expérience du cinéma unique. Et comment l'œuvre de Blaise Pascal a-t-il pu apaiser temporairement vos souffrances morales ? Ah, je crois pas que Pascal ait apaisé mes souffrances morales. Je pense même qu'elle les a un peu. Enfin, je veux dire, c'est presque le contraire. Ça a mis de l'huile sur le feu. C'était douloureux de lire Pascal. Lire Pascal, c'est douloureux. On est tout à coup confronté à quelque chose qui nous raconte des choses qui nous concernent de façon aiguë, de toutes nos contradictions. Non, c'était. Moi, j'ai étudié effectivement les provinciales quand j'étais en philo. Et du coup, évidemment, j'ai lu aussi les pensées, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mes années d'université. Mais précisément là-dessus, c'est-à-dire tout à coup, j'avais le sentiment de quelqu'un qui disait avec les mots les plus précis et les plus justes des choses qui me faisaient mal. Voilà, je le lisais comme on reçoit des coups de poing. Je paraphrase là un vers de Jean-Paul Michel, qui est un poète que j'aime beaucoup, en parlant il parle d'Hölderlin. J'en parle d'ailleurs parce que dans le film, les propos de Mathias sont inspirés de Jean-Paul Michel, en fait. Voilà, parce que je trouve que c'est un poète, un superbe poète, quoi. Vous venez de passer de nombreux jours à voir vos propres films dans cette rétrospective que la Cinémathèque vient de vous consacrer, qui s'est achevée aujourd'hui. Quel effet ça vous a fait ? D'abord, je me suis senti très honoré de cette rétrospective. C'était une occasion vraiment inouïe de revoir les films. Vous vous reconnaissez ? Oui, mais je me reconnais. Vous êtes le fantôme en train de regarder vos propres films. Bon, disons, voilà. Non, mais j'ai un rapport. C'est très difficile d'avoir le rapport que je pense que un cinéaste peut avoir avec ses propres films. C'est-à-dire que tout à coup, en revoyant un film des années 2000, j'avais l'impression que c'était il était plus comme un objet fini, alors que en moi, il vivait de façon plus infinie. C'est-à-dire qu'il était chargé de mille choses et tout à coup, en le voyant comme ça, je me disais ce n'est que ça. Et donc j'étais le plus mauvais spectateur au fond à ce moment-là. Je vis mieux avec les films récents parce qu'ils viennent juste d'être faits. Et si par chance ils sont un peu accompagnés et si autour de moi je sens que j'ai pas trop déçu, j'arrive à les voir de façon un petit peu, sinon sereine, en tout cas apaisée, un peu plus, ça va, voilà, pour dire des choses comme ça. Les films anciens, c'est plus difficile de les voir. Donc je les revois pas, je les ai pas tous revus là. En tout cas, toujours l'énigme, toujours le mystère, toujours la poésie. La fin de votre film n'est pas clôturée. Chaque spectateur se fera sa propre idée. On peut simplement dire, sans attenter au plaisir que les auditrices et les auditeurs ressentiront en voyant votre film dès la semaine prochaine, que là encore, il y a un suicide, mais là encore, il y a le goût de la vie. Merci infiniment, Jean-Paul Siverac, pour votre très beau film qui sortira la semaine prochaine et qui s'intitule « Mes provinciales ».